bonjour à tous, heureux d'être parmi vous. Donc Pascal Cougoul, technicien Cater au conseil départemental du Tarn-et-Garonne. Et, Et Frédéric Puech au département du Tarn, chargé de mission ENS et j'anime aussi le pôle Tarnais des zones humides. Bon, alors on nous a demandé de parler un petit peu des zones humides et de leur rôle dans le cycle de l'eau, leur intérêt sur les bassins versants. Donc on va essayer de vous faire ça assez rapidement. L'ordre du jour, on va passer vite. En fait, on va vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une zone humide, le rappel un petit peu des définitions, les critères d'identification et de délimitation qui nous ont servi à bâtir nos inventaires départementaux. On parlera ensuite du rôle des zones humides, des services qu'elles rendent pour la collectivité. Bon, on les a déjà un petit peu balayés, mais ça fait jamais de mal d'en reparler. Et on terminera par des exemples de restauration et ou de gestion de zones humides dans nos deux départements pour avoir une idée de ce qu'on peut faire en faveur de ces milieux-là et de pourquoi aussi on agit dessus. Donc une zone humide, c'est quoi? Une zone humide, c'est un territoire où les milieux terrestres et les milieux aquatiques se rencontrent. Donc on n'est pas un milieu aquatique, on n'est plus tout à fait un milieu terrestre, vraiment on est dans une zone, ce qu'on appelle un écotone. Donc ce sont des sources de grande diversité, où on a de grands échanges, de nombreux échanges chimiques qui se font, mais aussi écologiques. Donc voilà, c'est des zones qui sont très variées, qui vont varier, qui vont avoir des modes de fonctionnement très différents et qui vont être variés du fait de la salinité, de la topographie, du climat. Donc toute cette diversité engendre des milieux très diversifiés. On ne les a pas tous sur notre territoire, loin s'en faut, mais on peut voir quelques exemples de grandes zones humides que l'on peut rencontrer en France. Bon, le premier, c'est les présalés, donc on est sur des milieux déjà plus ou moins salins. On va avoir des tourbières qu'on peut rencontrer dans les monts de la Cône, c'est à côté d'ici, mais ce n'est pas sur le territoire qui nous intéresse. On va avoir d'autres milieux tourbeux qui sont les pauses, comme on voit en Corse, ou bien une roselière qu'on peut avoir en queue d'étang et qu'on rencontrera plus fréquemment sur nos territoires. Ce sera bien sûr aussi des prairies plus ou moins humides, avec que chaque spécialiste aura sa propre définition d'une zone humide. Un écologue aura sa propre définition, un hydrologue aussi. Les juristes en ont aussi, les politiques aussi. Donc c'était pas toujours simple jusqu'à peu de parler de zone humide pour s'entendre déjà sur le fait qu'on était en zone humide ou pas. Donc pour pallier à ça, le législateur a décidé d'introduire une définition qui sera reconnue de tous pour dire ce que c'est qu'une zone humide. Donc déjà, elle apparaît dans le Code de l'environnement, dans l'article L211.1. Donc, selon les termes qui sont marqués en haut, sont des zones humides, sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Bon, je vous dirais qu'avec ça, on n'est peut-être pas très avancé, mais un peu plus quand même. Donc ça introduit déjà des principes qui vont nous permettre de réfléchir à ce que c'est qu'une zone humide. Donc on a parlé de botanique, on parle de phytosociologie aussi, donc ce sont les habitats naturels. On parle de pédologie, la nature des sols, et de l'hydrologie, c'est la présence d'eau ou pas. Voilà, donc à partir de là, on peut définir une grille, un logigramme qu'on voit sur... je vais essayer d'utiliser le petit pointeur. Le logigramme qu'on voit ici, en fait, on pourra dire qu'on est en zone humide lorsque l'on aura de la végétation hygrophile, qu'on aura des sols hydromorphes et une présence d'eau toute ou partie de l'année. Bon, ça c'est le plus simple, mais si on n'a pas la présence d'eau, en tout cas visible, et qu'on a la végétation hygrophile et des sols hydromorphes, on est quand même en zone humide. Si on a uniquement la végétation hygrophile ou qu'on ne s'est pas intéressé à la pédologie ou qu'on n'a pas recherché la présence d'eau parce qu'on n'est pas passé au bon moment, on peut tout de même dire qu'on est en zone humide. Voilà. Si on travaille uniquement sur l'hydromorphie des sols, c'est-à-dire avec des profils pédologiques, et que l'on trouve des sols hydromorphes, on pourra également dire qu'on est en zone humide. Voilà. Donc déjà, avec cet outil-là, cette définition a été clarifiée dans l'arrêté du 24 juin 2008, qui fixe les critères de délimitation des zones humides. Donc à partir de cet arrêté, on peut clairement et facilement, en tout cas en y allant sur le terrain, délimiter et identifier les zones humides. C'est à partir de ce travail-là donc, que l'on a pu bâtir en Tarn-et-Garonne l'inventaire départemental des zones humides. Selon des modalités un petit peu différentes, c'est sous la forme d'un inventaire plus participatif dans le Tarn que ça a été bâti, mais j'imagine selon les mêmes critères.
Donc voilà. En Tarn-et-Garonne, l'inventaire a été mené de 2010 jusqu'à 2014, mais il se poursuit encore, on continue toujours de l'enrichir. En bas, vous allez voir, on voit une photo qui permet d'illustrer, mince, ce n'est pas ça bien sûr, hop, qui permet d'illustrer la délimitation des zones humides. Le trait en pointillé permet de donner la limite à ce qui est reconnu par la loi pour dire on est en zone humide ou on n'y est pas. Voilà, donc en fait, on se balade dans un site qu'on pense être humide, on se met au centre, c'est-à-dire à la zone la plus humide, et après on va faire des transects en remontant la pente jusqu'à trouver, nous on s'est basé sur la végétation, donc pas sur la pédologie, mais uniquement sur la végétation. Lorsqu'on ne retrouve plus les cortèges qui nous permettent de dire qu'on est en zone humide, on trouve la limite, on la pointe et on passe à un transect suivant. Et en multipliant les transects, on arrive à tracer cette ligne théorique qui nous permet de dire tout ce qui est à l'intérieur, on est en zone humide. Voilà, ces données-là, une fois qu'ils ont été répertoriées sur le terrain, sont bancarisées au sein d'une base de données qui est mise en ligne sur le site du conseil départemental du Tarn-et-Garonne. Je te laisse en dire deux mots peut-être aussi pour le cas du Tarn. Donc cette base de données est en libre accès. C'est une plateforme aussi qui nous sert de saisie. Donc on a la mise à jour qui est quasi instantanée. Les mises en ligne sont quasi instantanées, comme je disais. La consultation est aisée et on a une ergonomie qui n'est pas trop mauvaise. Donc qui permet quand même de pouvoir voir rapidement si sur un territoire on a des zones humides, quels sont ces types de zones humides. On peut par exemple aussi faire des requêtes pour savoir les zones humides que l'on a sur une commune. Ça nous permet aussi de faire les extractions pour le PLU, pour un PLUI, pour une étude quelconque. Voilà. C'est aussi une manière de voir si une zone humide que l'on connaît sur son terrain est présente ou bien n'est pas présente dans l'inventaire. Donc c'est un outil qui nous est très utile au niveau départemental déjà pour bancariser la donnée. J'ai mis en lien, on voit le lien qui nous permet d'aller sur le site de la Carto, donc que l'on voit ici. Voilà. Donc j'imagine que le PowerPoint sera disponible, donc vous aurez accès à ces liens. Et je laisse dire mon collègue deux mots sur la partie tarnaise. Quelques mots pour compléter. Alors la démarche, elle est différente pour le pôle tarnais des zones humides, puisque depuis 2007, en fait, nous, c'est une action, on va dire, partenariale avec des acteurs locaux qui travaillent de près ou de loin sur les zones humides. Alors ça peut être les services de l'État, les syndicats de rivières, les fédérations, chambres consulaires, donc une trentaine de partenaires au pôle tarnais des zones humides. Donc on a un site internet qui est dédié à la consultation. Alors on peut avoir de l'information grand public, mais aussi un accès à une cartographie dynamique et aussi un accès partenaire avec un code qui permet aux partenaires d'avoir une donnée un peu plus aboutie, un peu plus d'informations sur les propriétaires, notamment sur des délimitations un peu plus précises, puisqu'il y a un scan 25 aussi derrière. Voilà. Après, pareil, on a mis l'adresse du site en bas. Et pour la petite anecdote, en 2007, on était tous les deux au départ en fait, du pôle tarnais des zones humides, plutôt Pascal, puis moi avec toi. Et il y a eu après le passage au Tarn-et-Garonne, et donc c'est deux sites, deux pôles départementaux. Voilà. Je te laisse la continuité pour la typologie. Alors ce travail de bancarisation fait, on a essayé un petit peu d'exploiter les données et notamment de sortir une typologie d'habitat. Parce que traiter de la donnée lorsqu'on a plus de, j'ai peur de dire des bêtises, mais on est à 3700 sites pour environ 4000 hectares. Donc assez compliqué de faire une analyse statistique si on ne regroupe pas les choses sous les familles. Donc on a bâti une typologie de zones humides que je présente ici, donc je vais vous parler très rapidement. Donc pourquoi on fait tout ce distinguo? C'est parce qu'en fait ils ont des modes de fonctionnement différents, ils jouent des rôles différents, ils ont des niveaux d'atteinte et d'agression différentes, plus ou moins fortes, ils sont plus ou moins rares, ils ont des intérêts écologiques plus ou moins importants. Donc c'était aussi important de faire cette différenciation. Donc on va retrouver des bancs alluviaux qui sont... Donc les bancs alluviaux et par extension les annexes fluviales sont des zones humides qui sont inféodées aux grands cours d'eau alluviaux. Nous en Tarn-et-Garonne, ce sont essentiellement des annexes de la Garonne. On a quand même quelques annexes en bord sur le lit du Tarn, mais quand même de bien moindre taille.
Donc ces milieux-là sont vraiment liés à la dynamique du cours d'eau. Donc ça va être des bancs de galets ou des bancs de limon ou des bancs de sable qui vont être plus ou moins végétalisés. Donc il faut savoir qu'un banc de galets, même avec une végétation absente, va être considéré comme un habitat humide. Parce qu'on va retrouver des habitats, des espèces qui seront présentes une partie de l'année, qui sont considérées comme des espèces liées aux milieux humides. On va avoir bien sûr des boisements alluviaux plus ou moins jeunes, à savoir que les bancs, lorsqu'ils sont mobilisés régulièrement, ne permettront pas une végétation très, très développée de se mettre en place. Donc on va rester à des stades herbacés ou arbustifs, puis une crue va passer, va tout remettre à plat. Si par contre, pour X raisons, le milieu peut vieillir, on va arriver jusqu'à des habitats plus boisés. On va aussi retrouver des zones de vases exondés, ce qu'on appelle des vasières, qu'on va rencontrer plutôt dans les annexes plus déconnectées du lit vif de la rivière, notamment les bras morts. Les boisements alluviaux humides, c'est un distinguo qui a été fait par rapport aux annexes précédentes, parce qu'en fait, on va retrouver des boisements plus développés, plus stables, et qui auront tendance à plus vieillir. Donc on va retrouver ce qu'on a appelé la ripisylve, mais lorsqu'on a des grands cours d'eau et de grandes annexes fluviales, on va aussi retrouver carrément de la forêt, des boisements alluviaux, notamment là aussi toujours un peu sur la Garonne, mais qu'on retrouve également sur le Tarn. J'ai des connaissances à l'amont d'Albi, où on a quelques grandes îles et quelques grandes annexes. Et bien sûr un petit peu aussi sur la partie la plus aval de la rivière Tarn. Donc ces boisements sont des habitats très intéressants d'un point de vue écologique. On a une grande biodiversité. On a des habitats qui sont classés d'intérêt communautaire, notamment la ripisylve à saules blancs, la saulée blanche. On va avoir aussi des habitats herbacés qui sont en lisière ou en sous-bois qui sont aussi très intéressants, très importants. Donc ces zones-là ne peuvent exister que par le fait d'une rivière qui est fonctionnelle, qui est connectée avec son champ d'expansion de crue et ses annexes fluviales. On a besoin d'avoir une nappe qui est à proximité du sol, de la surface, et des cours d'eau qui arrivent à déborder de manière très régulière et prolongée dans leurs annexes pour pouvoir humidifier et maintenir ces habitats-là. Donc ces habitats sont bien sûr très intéressants, très importants, ont été longuement étudiés, notamment pour leur rôle en matière de réduction des pollutions diffuses et notamment la réduction de la pollution par les nitrates. De nombreuses études ont été montrées que si on avait sur les bords de Garonne une ripisylve qui faisait, je crois de mémoire, 50 mètres de part et d'autre de la rivière entre... Voilà. Donc voilà, des milieux qui jouent des rôles très importants. On détaillera un petit peu les fonctionnalités de tous ces milieux-là et leur intérêt dans la partie suivante. Les boisements marécageux, donc là aussi, sont des boisements humides, mais qui sont moins liés à la dynamique du cours d'eau qu'à la topographie. On va les rencontrer plutôt dans des dépressions, dans des fonds de vallons, et ce ne sera pas tant les eaux du cours d'eau qui vont l'alimenter que les eaux de ruissellement des versants qui les entourent. Donc ce sont des zones où on va retrouver des sols plutôt argileux, des sols noirs riches en humus. Donc là, au lieu de retrouver du sol, du peuplier, on va retrouver beaucoup d'aulnes glutineux, du frêne. Donc là aussi, d'autres types de milieux qui sont très fréquents en Tarn-et-Garonne, mais sur le petit chevelu. Donc ce sont des habitats plutôt linéaires, parallèles aux cours d'eau, qui sont pas trop au milieu agricole. Les mégaforbiers, donc là, sont des habitats qu'on va retrouver soit en lisière des zones forestières, des boisements humides, ou bien à un stade d'évolution lorsque la prairie, et notamment les prairies, sont abandonnées. On a la prairie est un milieu hautement artificiel, c'est l'action de l'homme, donc soit par le pâturage, soit par la fauche qui les maintient ouverts. Et donc lorsque cette pratique est abandonnée, on va retrouver un stade intermédiaire avant d'arriver au stade boisé, on va passer par un stade intermédiaire qui est ce qu'on appelle souvent la friche, mais en milieux humides, ce sera la mégaforbier où on va retrouver les grandes plantes dicotylédones, les grandes plantes à fleurs, comme on voit ici un petit peu tout à fait à droite, c'est la reine des prés, on va retrouver de la salicaire, on va retrouver de la cardère, plein d'autres choses, de moins en moins de graminées et de plus en plus de dicotylédones. Voilà. Donc là aussi, ce sont des milieux toujours humides lorsqu'on a la présence de l'eau. On a des mégaforbiers qui sont un peu moins humides, mais là on parle de mégaforbiers humides. Donc grande biodiversité, grand intérêt pour la vie-faune et aussi pour tout ce qui est insectes, notamment les pollinisateurs. Les roselières, grandes carissées, donc sous ce terme-là, on regroupe un petit peu toutes les végétations un peu monospécifiques à grandes herbes qui sont liées vraiment à la présence de l'eau, donc soit sur les grands plans d'eau, les grands fleuves, les bras morts,
Donc des habitats où en termes de diversité végétale, on a une assez faible biodiversité. Par contre, ce sont des milieux qui accueillent une grande biodiversité animale, que ce soit tant les insectes que la faune. Des milieux en voie de disparition, clairement. Nous, en Tarn-et-Garonne, ça représente moins de 3% de l'inventaire. Dans le Tarn, j'imagine que ça prévaut pareil. Par contre, on a la plus grande roselière à la Grave du département. Du département, pas du Bas-Saint-Versant. Donc voilà, en fait, ce sont des milieux qui, celle de la Grave, on la voit justement sur la photo du milieu, nécessite d'avoir des niveaux d'eau qui soient pas trop stables. On a besoin d'avoir un certain marnage. Pas trop important non plus, sinon ça signifie qu'on aura un insecte trop important. Donc on a des conditions écologiques qui sont assez sensibles pour maintenir ces milieux-là. Et puis il faut savoir qu'une roselière, à terme, ça doit évoluer. Et naturellement, ça évolue vers un stade ultérieur, qui est un stade boisé. Ce ne serait pas très grave si on retrouvait par ailleurs la dynamique du cours d'eau permettait la recréation d'autres habitats plus jeunes et on retrouverait de la roselière ailleurs à la place des vieilles roselières. On se retrouve dans une situation maintenant dans notre pays où les milieux sont assez figés et donc lorsqu'une roselière disparaît, elle ne se recrée pas ailleurs. Donc on a de réels enjeux de conservation de ces milieux-là lorsqu'ils existent encore. J'en viens aux prairies humides. Nous, dans notre inventaire, c'est la part majeure de notre inventaire. C'est plus de 25% des zones humides qui sont en prairie. Grande diversité de prairies. On a plein de choses différentes, que ce soit des prairies de pâturage, des prairies de fauche, des prairies plus ou moins trophes. Le seul point commun qu'on va y retrouver, c'est leur disparition accélérée. Nous, en Tarn-et-Garonne, on a vraiment l'élevage qui disparaît de manière assez très rapide. Il y a des endroits où on peut avoir des communes où on n'a plus un seul cheptel de bovins ou d'ovins. Donc, qui dit disparition de l'élevage, dit disparition des prairies. Donc, dans le meilleur des cas, je dirais, pour les zones humides, elles vont être abandonnées. Donc, on va retrouver un stade évolutif différent qui va aller vers la forêt. Soit elles peuvent être aussi retournées pour être mises en culture. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus là-dessus. Bien sûr, la prairie joue un rôle essentiel aussi en termes de filtre, de filtration, infiltration de l'eau, filtration contre les pollutions diffuses, piège aussi des éléments fins lorsqu'on a des prairies qui sont en fond de vallon et des zones cultivées au-dessus. Donc ces espaces tampons très importants, très intéressants que l'on observe encore sur le terrain et on voit vraiment la différence, nous, sur les petits ruisseaux lorsque les prairies ne sont plus là. Une typologie, je dirais, un petit peu fourre-tout. On va parler plutôt de pleuré, champs, friches humides. On va parler plutôt de zones humides qui sont sur des terrains plus ou moins cultivés et mises en valeur. Donc c'est important de savoir aussi qu'une zone humide peut être cultivée. Voilà. Ce n'est pas antinomique avec la réglementation. Bien évidemment, on va perdre un certain nombre de fonctionnalités, notamment le rôle au niveau écologique, on va perdre pas mal de choses. Mais on retrouve des champs humides. Ça reste quand même une zone humide. On peut cultiver. Bon, bien sûr, on va avoir des pertes de rendement liées à l'hydromorphie des sols, mais ce n'est pas antinomique non plus. Le pâturage et la fauche, bien sûr, aussi, c'est une mode de culture et de mise en valeur. Je dirais que c'est la mise en valeur la plus durable de ces zones humides. Mais bon, voilà, on se retrouve dans un contexte où l'élevage est en train de disparaître de manière accélérée. Un focus aussi sur les peupleraies qui sont assez fréquentes, nous, dans notre département, en Tarn-et-Garonne. Alors, le bassin versant du Tarn, on va les retrouver plutôt à proximité de la confluence avec la Garonne. Mais on a de grands ensembles de peupleraies qui, là, lorsque le sous-bois n'est pas entretenu de manière trop brutale, on va retrouver de belles zones humides qui s'expriment en tout cas en dessous. Donc, voilà, des zones humides qui permettent de dire qu'on peut aussi préserver des zones humides d'un point de vue fonctionnel et préserver aussi une activité économique sur ces terrains. Bon, après voilà, aussi des micro-zones humides, là je parle de ça rapidement. On a bien sûr tout un maillage de petites zones humides, ce n'est pas les plus faciles à identifier et à cartographier. On peut passer facilement à côté. Bon, on a mis quelques exemples ici, des vasques de tuf qu'on rencontre à Rabastens, mais qu'on rencontrera aussi fréquemment dans les parties les plus calcaires en Tarn-et-Garonne. Les mouillères de pente, voilà, qui sont souvent mises en évidence par la présence de joncs. Et on va aussi retrouver des mares végétalisées qu'on a mises dans cette typologie-là. Donc des zones très petites. Bon, bien sûr, au niveau du cycle de l'eau, c'est un rôle assez ponctuel, mais elles sont par contre très présentes. Et elles ont des rôles écologiques, notamment en termes de biodiversité, qui sont essentiels.
batracien, bien sûr, rhodonate, et plein d'autres espèces, hein, j'en passe les meilleurs. Voilà, donc j'en ai fini pour la typologie. Je vais laisser la parole à mon collègue qui va vous parler un petit peu de leur rôle. Donc, je vais vous parler des fonctionnalités des zones humides et des services rendus, parce que quand on parle de zones humides, on n'a pas forcément déjà, vous avez vu toute la diversité de types de zones humides qu'on peut avoir, hein. On peut avoir des boisements, on peut avoir des prairies. Et on va aussi voir maintenant que ces zones humides-là ont des rôles et parfois inattendus. Alors, le rôle principal, on va dire, ça va être lié au cours d'eau. Alors, j'ai repris un petit schéma de l'agence de l'eau qui témoigne justement c'est montagneux de lac d'altitude. Voilà, le cours d'eau, il va méandrer, il va avoir une façon de vivre finalement avec des coudes, avec des bras morts. Et quand il y a une inondation, il va sortir, en fait s'épancher, on va dire, libérer sa force latéralement. Et c'est là que les zones humides ont un rôle important à jouer, c'est-à-dire qu'elles vont écrêter les crues, on dit, puisqu'elles vont retenir les eaux latéralement et du coup réduire finalement la puissance du cours d'eau. Enfin, l'été, elles vont relarguer progressivement cette eau et du coup limiter le débit des cours d'eau. Elles vont soutenir, on va dire, l'étiage et permettre d'avoir de l'eau un peu plus longtemps dans les cours d'eau. Donc là, on a une photo, c'est chez toi, je crois, hein, où on a un épanchement du cours d'eau sur une zone humide et du coup, ce rôle justement de réduction de la force de l'eau. Alors le rôle aussi physique et biogéochimique, c'est-à-dire qu'elles vont jouer, tu en as parlé tout à l'heure Pascal, un peu un rôle de peigne, de filtre à sédiments, et elles vont réduire finalement et stocker la matière qui va finalement se décanter dans la zone humide et au final permettre de limiter, on va dire, tout ce qui est apport et absorption, stockage et dégradation des nitrates et phosphates. Enfin, ça va jouer un rôle aussi de désinfection des eaux, destruction d'agents pathogènes qui peuvent être vecteurs de maladies, comme on peut le voir comme sur cette roselière en bas à droite. Ensuite, c'est un rôle. J'ai mis les photos de castor et de loutre. Bon, c'est un petit peu anecdotique, mais bon, on l'a vu au fil de toutes les typologies de zones humides qu'on a vues tout à l'heure. Énormément comme on est à l'interface finalement de plusieurs de l'eau et du sol, on va avoir finalement des insectes, on va avoir des oiseaux, on va avoir tout ce qui est en fait terrestre, mais aussi affilié, on va dire, au cours d'eau. C'est une interface finalement où on va retrouver énormément d'espèces et une biologie vraiment très avancée, très forte. Les fonctions économiques, c'est pas forcément ce qui avançait quand on parle de zones humides, mais ça a un rôle vraiment très important en termes de pérennité de la ressource en eau. C'est dans les zones humides, notamment en montagne, qu'on va aller puiser l'eau potable en sortie de zones humides. Ça va atténuer les événements climatiques. Donc ça, pour les élus, c'est important de le voir parce que finalement, quand on a des dégradations de voiries, des dégradations de ponts, d'habitations, c'est ce rôle cumulé finalement des zones humides qui vont permettre de limiter les impacts des gros événements climatiques et notamment des inondations. Ensuite, c'est une zone à forte productivité biologique qui est le support justement à toute l'activité agricole, que ce soit le pâturage, le fauchage, qui va permettre d'avoir de la matière et d'avoir justement de l'herbe un peu plus longtemps dans l'année dans ces espaces-là. Ensuite, ça peut être aussi des zones de découverte pour le tourisme, pour
ces fameuses zones vertes dont on parle. Alors sur le département, on a l'aéronnière de Cambounet-sur-le-Sort, la tourbière de Canroute, mais on a d'autres sites qui sont intéressants à l'échelle de la vallée du Tarn, comme la roselière de la Grave dont on parlait, la zone de la crypte, la zone humide de la crypte, où on va pouvoir amener aussi des étudiants, des élèves pour avoir de l'éducation à l'environnement et parler justement du rôle des zones humides. Alors par contre, ce sont des milieux qui sont menacés. On a perdu la moitié des zones humides en l'espace d'un siècle. Donc ça, c'est important de le connaître. Quand on connaît l'action cumulée des zones humides, on se rend compte finalement de la perte qu'on a eue. Alors j'ai pris quelques exemples de destruction de zones humides. Alors c'est sur le bassin versant du Tarn. Voilà, une pratique agricole qui a déstructuré finalement la parcelle et qui a fait disparaître la zone humide. On a changé carrément. Là, on a une disparition. Alors c'est l'analyse qu'on peut faire à travers le pôle tarnais des zones humides. Une analyse par photo aérienne, en voyant avec les différentes campagnes photo et en passant une par une les zones humides, on peut se rendre compte de ce type d'évolution de zones humides. Alors des dégradations et des disparitions de zones humides, on peut l'avoir par du comblement, c'est la photo en bas à gauche, de l'ennoiement et du drainage. Donc je parlais tout à l'heure du rôle des zones humides sur de l'eau maintenue dans le sol qui permet d'alimenter les cours d'eau. Voilà, dès qu'on a un drainage, justement, on coupe finalement tout accès, on centralise finalement l'eau et on l'évacue le plus rapidement de la parcelle, et du coup on perd ce phénomène d'éponge que peuvent avoir les zones humides, et on conduit l'eau le plus rapidement possible au cours d'eau, et le cours d'eau va évacuer tout ça le plus rapidement possible. Donc on perd de l'eau très rapidement et on perd le rôle de la zone humide. Donc on va voir maintenant quelques exemples en Tarn-et-Garonne et dans le Tarn. Je laisse la parole à Pascal pour 3 exemples. Oui, alors on nous a demandé un petit peu aussi de parler d'actions qu'on réalisait en faveur des zones humides. Juste pour le remettre un petit peu en perspective par rapport à cet après-midi, effectivement, on voit bien qu'on est confronté à un changement climatique, mais je dirais que nous, au niveau local, on se trouve un petit peu désarmés face à ce changement global. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau local, si ce n'est travailler sur la résilience des bassins versants? Donc, là, on va vous parler de zones humides, mais c'est aussi, on peut parler sur les zones agricoles, on peut parler des cours d'eau. Voilà, je pense que notre champ d'action, en tout cas, nous, au niveau local, territorial, c'est bien de travailler sur nos bassins versants pour faire en sorte que, on a encore des précipitations, ça a été dit. Leur intensité change, leur période où elles tombent change, les températures augmentent, mais l'eau est là encore. Et je dirais que tant qu'elle est là, à nous de faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps sur nos territoires. Voilà, donc c'est un petit peu le sens des actions qu'on mène en Tarn-et-Garonne en tout cas, mais aussi, j'en suis sûr, dans le Tarn, à savoir qu'avec les syndicats de bassins qui ont la compétence GEMAPI, on leur propose de mettre en place des volets zones humides dans leur PPG et d'engager des actions qui permettront justement de répondre à leurs enjeux. Donc ces enjeux sont malheureusement un petit peu pas toujours les mêmes, c'est à savoir retrouver une eau de bonne qualité, mais aussi en quantité suffisante l'été pour permettre d'accomplir le cycle complet, de lutter contre les inondations. Donc tout ça, en agissant sur les zones humides, on peut y parvenir. Donc voilà, ça va être 3 exemples donc, très rapidement, très succinctement, mais qui permettront d'illustrer un petit peu ces propos. Donc cette première action a été réalisée, je l'ai prise parce qu'elle s'est réalisée sur le bassin versant du Tarn-et-Garonne. Donc on est aux portes de Montauban sur une zone d'activité sur laquelle un inventaire avait été réalisé et avait mis en évidence la présence de petites zones humides. Donc malheureusement une a dû être détruite, donc il y a eu toute la procédure ERC, éviter, réduire, compenser, qui a été mise en œuvre quand même sur ce territoire. Mais pour les zones humides qu'il n'était pas possible d'éviter de construire, on a mis en œuvre des mesures de compensation, à savoir compenser 1,5 fois la superficie de la zone humide détruite. Donc on peut voir sur la photo ici la zone qu'on voit bien, qui est en grisé et qui a été détruite au profit d'un bâtiment industriel. Et juste à côté, la zone de compensation qui a été réalisée donc sur une zone où on n'avait pas de zone humide à proximité immédiate. Voilà, donc le but c'était vraiment une compensation quantitative, mais en essayant aussi d'apporter une plus-value sur sa fonctionnalité.
Donc on a travaillé pour faire en sorte que de stocker de l'eau, notamment les eaux de ruissellement de la zone d'activité à proximité, puisqu'on avait un fossé qui arrivait ici, et de faire en sorte que l'eau puisse stationner plus longtemps avant de partir au cours d'eau qui était juste là, qu'elle ait le temps de s'infiltrer et de s'épurer. C'est aussi un rôle aussi de diversification des habitats et un rôle voilà, pour l'intégrer dans la trame écologique. Donc les travaux ont consisté en du terrassement. Bon, c'est très mauvais la photo, on ne la voit pas bien, mais on fait un engin de terrassement ici qui a permis de décaper la zone, de mettre en place des zones de... On le voit mieux le terrassement, là les limites. Donc on est de l'amont vers l'aval, le cours d'eau passe ici. Donc en fait on a terrassé cette zone pour la rendre en pente plus douce, faire une dépression centrale, permettre à l'eau qui arrivait d'ici de stationner, de s'infiltrer et de rester dans la zone humide avant de retourner lentement dans le cours d'eau. Il y avait un merlon qui était en bord de berge, donc qui a été décaissé. Ça a été un choix qui a été fait aussi pour permettre justement de faciliter les crues, le débordement de ce cours d'eau-là en période de crue. Un cours d'eau très enfoncé, très endigué, donc qui ne débordait que pour des crues, on va dire, décennales ou vingtenales. Là, il est calé pour déborder environ sur une crue biennale, voire annuelle. Voilà, on voit ici le cours d'eau avec sa berge abrupte de ce côté et la zone qui a été restaurée ici. Voilà. Donc, d'un point de vue quantitatif, on est à plus de 1,5, puisqu'on est à plus de 2. On a plus de doublé la superficie. Et d'un point de vue fonctionnel, là aussi, on a des fonctionnalités supérieures au milieu précédent. Voilà, une vision du site un an après travaux, avec la dépression centrale et la végétation qui commence à s'installer. L'autre exemple, c'est une réhumidification d'une zone humide drainée. Donc là, on est sur un bassin versant voisin du Tarn. On est sur le bassin du Lamboulas, qui est, pour ceux qui connaissent un petit peu le Tarn et Garonne, du côté de la Française. On n'est pas très loin de la Française. Donc ici, avec le syndicat local, le syndicat du Lamboulas, on a identifié une zone humide qui était un milieu boisé, mais qui était entièrement drainée par des fossés qui avaient dû être creusés lorsque la parcelle était encore exploitée. Donc en travaillant avec la fédération de chasse, on a pu identifier ce site comme pouvant être restauré. Donc il y a eu déjà un travail de recherche, d'identification des propriétaires, puisqu'il y avait des indivis, un grand parcellaire très important. Hop. Donc voilà, un gros travail d'identification des propriétaires, négociation avec eux, explication de l'intérêt d'intervenir sur ce territoire. On a eu l'accord des propriétaires, enfin le syndicat et les techniciens ont obtenu l'accord des propriétaires. Donc ensuite, il a été décidé d'obturer les fossés. Les fossés de drainage existants, on avait tout un, je n'ai pas mis la carte, on aurait pu mettre le plan du réseau de fossés qui était très dense. Au cours de l'été 2020, les fossés ont été bouchés un par un en régie par l'équipe du syndicat à l'occasion d'une mini-pelle. Donc des bouchons ont été réalisés aux endroits stratégiques puisqu'on avait fait des levées topo. On a profité aussi pour réouvrir transitoire entre la prairie et la forêt qui est en train de se refermer entièrement. Donc là, c'est un choix de gestionnaire, je dirais. Donc le choix a été fait de la réouvrir, de la rajeunir pour permettre de ralentir sa disparition. On voit ce que ça a donné un an plus tard. Donc effet très concluant. Voilà, donc travail de bouchage qui permet là de restaurer, de réhumidifier le sol, de permettre à ce territoire, on a ces 2,5 hectares, donc ils vont pouvoir stocker de l'eau lorsqu'il pleut, de le restituer plus lentement lorsqu'on est en période de sécheresse, un territoire qui a des sécheresses très intenses. Voilà, une photo prise il y a peu où on voit tous les fossés qui ont été bouchés, qui sont engorgés. Bon, on le voit, on a du mal à avoir une vision globale avec un terrain aussi boisé, mais voilà, toute la zone était entièrement gorgée d'eau. Après, un épisode pluvieux qui n'était pas très important. Et enfin, le dernier exemple dont je voulais vous parler, c'est un chantier qui est à ce jour ce qu'on fait de plus ambitieux, nous, dans notre département, savoir de la renaturation complète d'un cours d'eau. Donc là, on est sur un cours d'eau qui avait été rectifié, déplacé, incisé, endigué, enfin tout le cortège bien connu dans notre département sur un petit cours d'eau. Donc, entre-temps, ce fond de vallée n'était plus exploité. Les propriétaires étaient disposés à engager des travaux. Donc, suite à une année d'études, on a pu mettre en place des travaux qui ont consisté en du reméandrage. Donc, on a obturé le lit qui était ici. Et on a retrouvé une sinuosité maximale avec un lit qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus perché, donc qui permet une inondation de tout le terrain beaucoup plus fréquente, un calibre donc moins fort aussi, donc là aussi pour permettre son débordement, et une reconnexion à l'aval un peu plus loin pour reprendre son cours initial. Voilà, donc on a un gain de mémoire maintenant, on a 200 mètres, reméandrage du cours d'eau rectifié incisé, 200 mètres, auparavant on avait 110 mètres. Donc on a quasiment doublé le linéaire du cours d'eau.
Bon, là, les travaux sont désormais achevés. Et voilà ce que ça donne. Une petite vue où on peut voir ce cours d'eau-là juste après sa mise en eau. Là, on n'est pas en période de crue. Voilà. Bon, là, on devine un élargissement parce qu'il y a un passage à gué qui doit être aménagé, qui n'a pas pu être fait parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Ça sera fait l'année prochaine. Donc, le gain espéré, c'est de retrouver carrément une zone humide dans ce boisement, qui n'en est pas une actuellement. On espère un gain environ, de retrouver environ plus d'un demi-hectare de zone humide à cet endroit-là. Essayer de diminuer le risque de crue à l'aval et pourquoi pas, bon, on sait que le chantier n'est pas encore à l'échelle du cours d'eau, mais en multipliant ce type d'action-là, on peut espérer même retrouver des écoulements qui perdurent dans l'année et éviter ces ruptures d'écoulement, ces assecs sur ce cours d'eau-là qui nous arrivent quasiment chaque année. Voilà, je passe la parole à Frédéric. Alors j'ai repris 3 exemples d'aménagement de zones humides. Ici, sur la zone humide de la crypte à la Grave, donc une action qui avait été menée avec le syndicat de Rivière du Tarn. Alors ici, on est dans un contexte un peu périurbain. C'est ce qui est intéressant justement sur cette commune, c'est qu'on est voilà, une zone un peu lotissement et une gestion finalement de la zone humide par les services de la mairie qui était plutôt, on va dire, parc et jardin. On tendait pour que les gens puissent étendre la serviette, jouer au foot, etc. Là, ce qui a été préconisé d'entrée, ça a été de faire une gestion différenciée, c'est-à-dire de tondre, continuer à tondre pour que quand même les gens puissent venir. Par contre, de laisser toute la partie vraiment zone humide qu'on voit, la partie un peu plus sombre, de la laisser évoluer, de laisser vraiment la végétation de type zone humide s'épanouir et d'intervenir le moins possible, de façon à ce qu'elle soit, que l'optimum, on va dire, de la zone humide s'exprime. Après, il a été choisi d'intervenir sur les arbres, de les mener en tétard, c'était des sols, et de planter des haies en impliquant aussi au passage l'école de la Grave. Donc pour faire une action, on va dire, pédagogique sur un petit lieu finalement. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Alors en plus, il y a eu la connexion des eaux de pluie pour optimiser justement la zone humide et la création surtout d'un sentier découverte qu'on voit en bas avec un platelage qui permet de faire un petit d'aller au plus près de la mare. On le voit légèrement sur le bord ici, où on peut surplomber la mare, et pour les enfants par exemple c'est assez intéressant. Donc tout ça pour dire que des petits lieux comme ça où on ménage finalement l'aspect récréatif et aussi fonctionnel, et on amène aussi à montrer aux enfants aux enfants et aux autres justement les fonctions et l'intérêt de préserver les zones humides. C'est bien d'avoir des petits sites comme ça relais un petit peu partout dans le département pour nous et sur le bassin versant aussi. Donc c'est des sites qui sont relais pour le pôle tarnais des zones humides aussi. C'est des endroits où on va pouvoir amener des scolaires quand on a des sollicitations pour expliquer le bien fondé de préserver les zones humides et leur action cumulée. Autre exemple, alors là je change d'interlocuteur puisque c'est l'action avec les agriculteurs, le monde agricole et le pastoralisme. C'est un site donc, sur le syndicat voisin, celui du Cérouvert, sur le ruisseau du Céré. On a une problématique d'eau potable à gérer. Et là, on a du piétinement de bovins dans le lit du cours d'eau. Alors, cours d'eau, c'est vraiment la naissance du cours d'eau, justement tête de bassin versant avec une zone humide, mais le troupeau qui n'avait pas d'endroit pour vraiment avoir accès à l'eau et boire, donc piétiner et mettre en péril à la fois la zone humide et puis dégrader le cours d'eau. Donc, ce qu'il a été choisi, c'est de créer des abreuvoirs déconnectés. Donc sur des zones plus sèches et où on sait que le troupeau va aller boire en priorité et pas du tout aller dans le cours d'eau et dans la zone humide. Il a été planté aussi une haie ripisylve, on va dire, le long du cours d'eau et aussi une mise en défense de cette zone humide pour empêcher le troupeau, bien sûr, de retourner et de piétiner. Donc ça, c'est une action... bon, certes, qui est sur une petite superficie, mais c'est l'action cumulée d'une trentaine, d'une quarantaine d'éleveurs qui permet d'avoir un cumul finalement des bénéfices des zones humides. Ensuite, j'ai choisi de prendre plusieurs exemples, juste pour illustrer avec des photos et me servir de support.
On a parlé tout à l'heure de peuplerie avec Pascal. Donc, quand il y a des plantations vraiment destinées à la popiliculture, on a quand même une action, on va dire, de pompage de l'eau très importante. Et là, sur cette diapo, c'est un site espace naturel sensible dans le sud du département, dont on est gestionnaire. Et il y avait 80 peupliers de ce type-là. Et on voit leur gabarit, on peut penser qu'ils pompent énormément d'eau. Donc il a été choisi de les abattre et de laisser la régénération naturelle, laisser les boisements de sol et d'aulnes se développer pour avoir une zone humide un peu plus fonctionnelle. Autre exemple ici, alors c'est la création de mares. Vous allez me dire, bon, c'est pas vraiment de la gestion de zones humides. Par contre, ce qui est intéressant, alors c'est sur la commune de Val-du-Renc, donc une prairie qui fait 6-7 hectares. Là, l'intérêt, c'est d'avoir un projet commun avec les élus, et l'élu en particulier. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait faire, c'était mettre en avant sa zone humide, mais permettre aussi aux écoles et aux habitants d'aller s'y ressourcer et avoir de l'information. Donc il a été choisi de créer ces zones humides pour varier les habitats et avoir quelque chose aussi, on va dire, de ludique par rapport aux papillons, aux libellules qu'on peut y trouver, de créer un petit platelage, mais en contrepartie, il s'est engagé à gérer toute la parcelle, à la faucher avec les services municipaux. Donc on est aussi dans du gagnant-gagnant. Avoir une ressource fourragère aussi pour l'agriculteur du coin qui va venir faucher. Et après, pour les élèves de l'école, avoir un lieu, et pour les enfants, pour les habitants de la commune de Val-du-Renc, avoir un lieu justement de ressourcement et d'information aussi sur les milieux naturels. Donc là, on voit, c'est pas non plus des grands bassins, c'est juste décapé sur 50 cm, mais l'eau, elle est tellement présente sur la parcelle que dès qu'il pleut, on a l'eau qui monte directement dans la mare, et même si elle se comble ou si elle s'assèche une partie de l'année, c'est pas un problème. Dernier exemple, c'est un peu pour le clin d'œil, ici, donc c'est une zone de rejet végétalisé, comme on peut trouver à Montance. Alors là, on est sur de la création de zones humides, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant, et on est en sortie de station d'épuration, station filtre planté de roseaux. Là aussi, on emploie ce que font les zones humides et les roselières de façon naturelle par le biais mécanique d'épuration de la zone humide, c'est-à-dire que le vent va souffler dans les roseaux, il va amener de l'air et faire décanter et y avoir une dégradation de la matière organique. Donc ça, c'est le filtre planté. Là, on n'est pas sur la station d'épuration. Il faut bien faire la différence. On est sur une plus-value finalement de la station, de la STEP. On crée une zone de rejet tampon, on va dire, entre le milieu récepteur et la station d'épuration. Donc là, on a le rejet de la STEP. Il va dans la zone de rejet végétalisé, qui, elle, va... par le biais de ce que je vous ai dit tout à l'heure, du rôle fonctionnel, on va dire, de la zone humide en termes d'abaissement de nid tampon avec le milieu récepteur. Donc vraiment une plus-value. Là, c'est une création de zone humide, mais ça peut avoir aussi un rôle à jouer par rapport à la biodiversité et aux espèces qu'on peut trouver normalement dans les zones humides naturelles, on va dire.